cette notion de situation binaire, disons. Ce que gagne l'économie mondialisée, les autres formations qui constituent le monde global, représente une perte de l'État-nation. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué, et dans l'analyse, justement, dans ces bouquins, je dis que beaucoup de ce que nous désignons le global, le mondialisé, se constitue à l'intérieur du national, et plus important, à l'intérieur de l'État-nation. Alors, j'ai fait ça dans ce bouquin que je veux montrer que c'est très grande, very boring, mais je vous donne une copie à la librairie, ici, à la bibliothèque, pas à la librairie, pas pour vendre, à la bibliothèque. Et je suis portée deux autres bouquins que vous allez, c'est comme ça, the gift of the foreigner. Alors, il me semble qu'il y a des formations aujourd'hui, et ça fait partie de ce nouveau projet de moi, qui une manière de le décrire, c'est qu'ils produisent de trous, du trou. En français, c'est très difficile pour moi de parler en français, je vous dis. Et je tomberai dans l'espagnol continuellement, parce que je suis beaucoup plus fluente en espagnol qu'en français. Alors, je retourne. Alors, il me semble qu'il y a des tendances aujourd'hui qui produisent de trous structurels dans le tissu de l'État national. Alors, le territoire souverain national, l'État-nation, toute une série de catégories qu'on peut utiliser. Et je vous donne un exemple. Je vais développer empiriquement certains des écarts. Mais je vous donne un exemple comme ça pour faire illustration. Quand la Chine achète, et elle n'est pas la seule, 3 millions d'hectares de terre à Zambie, un pays avec un gouvernement aussi plus faible, disons, que le Chinois, et transporte cette terre dans une plantation de pommes pour biofuels. Ça veut dire qu'il élimine une éviction, une espèce d'expulsion de villages, de manufactures rurales, d'agriculture, etc., de petite agriculture. Elles contribuent, je dis, à produire un de ces trous structurels. La question de la souveraineté de l'État du territoire de la Zambie est un peu problématisée. Ça ne disparaît pas, mais c'est problématique. Et comme on dirait en anglais, j'ai besoin d'une pause ici, when the chips are down, quand il y a une situation de conflit, ça devient encore plus problématique. Si on considère que maintenant, aujourd'hui, la meilleure mesure qu'on a, c'est que 200 millions d'hectares de terre ont été achetés ou lises, il y a une forme dans l'Amérique du Sud, dans la Ukraine, dans l'Afrique, on peut dire qu'il y a toute une multiplication de ce petit trou structurel. Quand l'Organisation internationale du commerce fait de lois, nouvelles lois, dans ma lecture, par exemple, je fais une cotation aux marges ici, dans mon lecture, nous avons seulement 2 lois vraiment mondiales, global law. Il y a beaucoup de globalité, il y a beaucoup d'éléments de loi, mais si on parle de vraiment un type de loi différent, il y a seulement 2. Un, c'est WTO law, TRIPS. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais vous savez ce que je parle, je vous dis. Et l'autre, I'm dying to make you think what it might be, mais c'est la International Criminal Court, la Cour criminelle internationale. J'imagine qu'on dit quelque chose comme ça. Ça sonne. Alors, l'exemple que je voulais donner, c'est WTO.
WTO Law permet à WTO à cette loi d'être utilisée par des compagnies pour implémenter des modalités par exemple, le cas le plus fameux sont les cas où les entreprises multinationales disent au gouvernement, et ça, par exemple, les entreprises des États-Unis ont fait ça avec des entreprises. Au Canada, par exemple, je ne sais pas qu'ils doivent aller à Zambia pour faire ça. Hein. On dit que non, que les mesures pour l'environmental, l'environnement, paralysent un peu leur droit au libre commerce. Ça, c'est une loi globale. Même chose, International Criminal Court. Alors, il y a pour moi, ce sont toutes des variables. Il y a le bon, il y a le mauvais. La Cour de criminelle internationale, elle est très ferme. Elle n'a pas le pouvoir qu'a eu le WTO, mais elle a aussi une jurisdiction qui peut, disons, aller au-delà de la juridiction de l'État-nation. Alors pour moi, je veux le penser comme de trous structurels dans le tissu de la souveraineté du territoire national. Alors, une manière de le penser, c'est que la souveraineté, condition très complexe, une production de longue durée, disons, ça ne s'est pas tombé tout fait, tout fini du ciel, n'est-ce pas? Que si bien la souveraineté reste comme une propriété systémique de notre monde international, il faut se demander, moi je me demande si les espaces institutionnels pour la souveraineté ont changé et que certainement beaucoup de ce que c'est la souveraineté reste dans l'État-nation. Il n'y a pas de doute. Mais ce qui m'intéresse, même si c'est le micro, c'est quels sont les autres espaces où c'est en cas embed la souveraineté comme propriété systémique. J'espère que je m'explique ici. Alors, je veux vous montrer ici, pour faciliter la chose, si ça marche, quelques slides qui sont écrits en français, alors ça me permet d'avancer un peu plus vite dans mon exposition, mon exposé ici. Et je parle de la notion que la question c'est comment ou quelles sont les diverses entités à travers lesquelles trois propriétés critiques de notre histoire d'organisation complexe. Hein. Je pense aussi à des autres formes de société, pas seulement l'État-nation. Quelles sont les différentes manières dans lesquelles territoire, droit et autorité ont constitué des ensembles complexes. Alors, pour donner un exemple, dans l'époque médiévale, tous les trois existaient comme des propriétés très complexes pour des systèmes complexes. Mais la manière de s'articuler était très différente. La performativité de chacun était très différente. Dans ma lecture, et j'ai passé 2 ans à étudier ces choses un peu dans cette époque médiévale européenne, l'autorité, c'était la propriété qui avait la performance la plus effective, la plus conséquente. Alors, un territoire était sujet à beaucoup de systèmes d'autorité diverses. Le roi, l'église, le local, le duché, all is local, whatever. Avec l'État-nation, c'est le territoire. Le territoire devient absolument le plus performatif. De là vient toute une série d'autres choses, y inclut le droit, comment le droit vient construire,
et l'autorité. Je crois que dans les villes, dans les tribus nomades, il y a aussi le territoire. Le territoire, la performance du territoire, la territorialité qui construisent le tribes, je dis ville nomade, je ne veux pas dire ville nomade, je veux dire tribes, nomadic tribes, des nations nomadiques. Ils construisent une territorialité à partir de pratiques matérielles, et ça importe pour eux, certainement, c'est vital, le territoire. Et c'est pour ça qu'ils sont nomades, n'est-ce pas? Mais la territorialité le territoire vient construit de manière très différente que dans l'État-nation. Même si le territoire, c'est, je pense aussi, primaire dans le cas de tribus nomadiques. Alors, je veux dire, il y a toute une série de manières très très différentes dans lesquelles ça se constitue. Alors, orchestré dans chacune de ces catégories, il y a de lutte, il y a de victoire, il y a de perte, il y a de logique de empowerment. Vous savez cette terme, oui, empowerment? Il y a des logiques de claim-making, de faire de réclamation de la citoyenneté. C'est une manière, une constitution de ça. Elles ont vraiment, pour moi, elles sont fondationnelles. Souvent, quand je fais ce type de présentation, on me demande pourquoi pas la religion. C'est vrai que dans beaucoup de parties du monde, et beaucoup de périodes historiques, la religion était centrale. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi que l'autorité, dans les médiévales européens, l'autorité est la propriété la plus importante. Et la religion, c'est une forme aussi d'autorité. Même si the religions also hit hard, de manière très matérielle, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit beaucoup de fois qu'il me semble qu'à mesure que notre modernité globale avance, c'est bien possible qu'il y ait des autres propriétés qui émergent. Mais moi, comme auteur, comme chercheur, j'ai des limites. Alors je me trouve très bien avec territoire, autorité et droit. C'est beaucoup plus compliqué pour moi de commencer à penser à la religion. Moi, je pense que la religion, c'est un... Il y a parfois qu'on dit des autres choses, l'environnement, comme une espèce de, si vous voulez, propriété systémique qui n'est pas formalisée, comme être formalisé, disons, le système international, les religions, etc. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Et de cas différents peuvent demander des autres propriétés. Mais à la fin, ce qui m'importe, c'est une chose que moi je décris souvent comme une proposition. Pour comprendre la ex, notre modernité globale, par exemple, je dois aussi étudier et comprendre le nom. Alors aussi la question de la temporalité et de l'interaction du temps et de l'espace. Une fois qu'on récupère des instruments analytiques comme ces trois, qui nous permettent de naviguer une réalité très complexe sans abandonner la définition traditionnelle, etc., mais quand même déstabilisons les définitions traditionnelles. Il y a là un travail de déstabiliser conceptuellement certaines catégories. On voit vraiment de choses très intéressantes. Par exemple, dans ce deuxième point, ça c'est un travail que je fais beaucoup de travail sur les finances, etc. Mais une chose, tout l'aspect économique, une chose par exemple, que je vais montrer, les grandes entreprises multinationales aujourd'hui, quand ils font des contrats internationaux, il y a aussi les firmes françaises, pas seulement la plus grande part, il y a une clause qui dit s'il y a une dispute, un conflit entre nous, et nous devons, et la seule manière de le résoudre est
des rames pour, des choses comme ça, on va faire la private commercial arbitration. Hein. On va à arbitrage international privé. Ça, c'est tout à fait privé. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un militaire qui peut venir à enforcer la loi. Pas du tout. C'est très intéressant de voir comme les instruments légaux de ce régime, qui est très important aujourd'hui, ont été constitués. Et par exemple, il y a certains types de lois. La loi de New York State, Commercial Law de New York State, est un contenu très très grand de cette nouvelle loi. Alors, il y a, ça c'est une cotation en marche, il y a là aussi une appropriation d'une production collective, la loi publique, c'est ça, c'est une production collective, pour des objectifs assez privés, n'est-ce pas? Mais, étonnant cas, mais, quand une firme veut slow down, ralentir un processus de ce type, cette firme peut dire on doit retourner à un cours national parce que la temporalité à travers de laquelle la Cour nationale de tous les pays, franchement, va examiner le cas est une temporalité beaucoup plus longue que la temporalité du private arbitrage. Vous comprenez? Alors, ce que je vois tout le temps dans toutes les choses que je travaille de ce type, c'est une manipulation de la temporalité. Et on voit comme ça une espèce de, comme le temps du national, j'écris sur ça aussi dans ce bouquin, le temps du national, un temps qui est constitué d'une manière plutôt bureaucratique. Pas tout, hein, parce qu'il y a tant de choses qui échappent à ça. Et quand on voit par exemple la privatisation avec le projet néolibéral de plus et plus partie de l'économie, ce qu'on voit, c'est la constitution d'un domaine où la même activité qui était dans le secteur public passe au secteur privé et fonctionne avec une temporalité complètement différente. C'est qu'elle génère aussi un plus grand trou, non pas un trou, une distance entre les opérations de régulation de l'État et les opérations